Moi, je viens d'une famille où j'ai jamais eu d'argent de poche et où l'argent était assez tabou et où quand j'avais besoin, du coup, je me censurais énormément sur ce que je dépensais et quand j'avais besoin, j'allais demander à mes parents, qui étaient très sympas, hein, pas de sujet, mais je veux dire, je m'auto-censurais et du coup, j'ai senti que pour moi, cette gestion de l'argent, elle a toujours été très enfin, pas très compliquée, mais ça a toujours été un sujet. Et je pense en plus que rétrospectivement, si j'avais pas monté Pixpay, aujourd'hui, mes enfants n'auraient pas de carte de paiement et probablement n'auraient pas d'argent de poche. J'en suis consciente. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir sur le podcast Caroline Ménager. Alors Caroline, nous nous sommes d'abord rencontrés dans le cadre de la chronique que j'écris pour elle.fr, Ma Minute Finance. Nous avions parlé éducation financière des ados. J'ai trouvé notre discussion particulièrement instructive et j'avais vraiment envie à la fois d'en savoir plus sur ton parcours et aussi de le partager plus largement, non seulement à des lectrices, mais aussi à des auditrices et à des auditeurs de ce podcast Just Focus. Pour te présenter, et je te laisserai compléter, tu es donc Caroline, cofondatrice de la fintech Pixpay, lancée il y a pile 4 ans. Pixpay, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte Mastercard et 2 apps à destination des ados et de leurs parents. Et vous l'avez lancé en partant d'un constat qui est que 77% des parents ne se sentent pas à l'aise avec les sujets financiers et tu es doublement bien placée pour en parler puisque tu es aussi maman de 3 enfants. Dans cet épisode, nous allons donc parler de ton parcours professionnel et entrepreneurial, de finances et aussi d'éducation financière pour les ados. Et pour finir, nous échangerons avec Nicolas Dugelet que tu as choisi d'inviter à participer à cette interview. Donc Caroline, bonjour, est-ce que tu peux aussi toi te présenter comme tu as envie de le faire ? Bonjour Aurore, enchantée. Donc effectivement, moi je suis d'abord maman de 3 enfants, je pense que c'est un élément important de mon parcours, qui ont aujourd'hui 8, 10 et 13 ans, donc ils sont des grands garçons, 3 garçons. Et avant d'avoir monté Pixpay, j'ai eu un parcours assez différent. J'ai fait une école de commerce, j'ai commencé de façon assez classique dans le conseil en stratégie, dans un cabinet qui s'appelle Roland Berger. Et ensuite, j'ai passé 9 ans chez Franprix en tant que DGA, puis directrice du marketing, à l'époque où Franprix a énormément évolué et est devenu ce que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, une enseigne assez moderne et assez innovatrice sur pas mal de sujets. Et j'ai eu la chance de vraiment participer activement à toute cette refonte du concept Franprix. Et j'ai ensuite évolué chez Pathé Gaumont, où j'étais directrice du marketing des salles de cinéma. Donc, on va dire pas grand-chose à voir entre la grande distribution, le cinéma et la fintech, mais en fait, il y a un élément, un fil rouge, on va dire, de mon parcours, c'est vraiment l'envie d'aller travailler sur du marketing de grande consommation et d'avoir un impact dans la vie des gens et dans leur quotidien. Et donc, c'était une des raisons qui m'a menée à cofonder Pixpay, parce qu'en fait, on est trois cofondateurs. Donc, je travaille avec Benoît Grassin et Nicolas Klein, qui, eux, se connaissaient avant. Ils avaient monté ensemble une autre tech qui s'appelle Mon Docteur et qui avait été revendue l'année précédente le lancement de Pixpay à Doctolib. C'était une des belles réussites françaises à l'époque. Et donc, on s'est associés avec 3 profils très complémentaires et qui, aujourd'hui, je pense, font une des forces de Pixpay. Donc vous avez lancé Pixpay en 2019, c'est ça ? Exactement. Alors il me semble qu'en plus c'est assez particulier, j'imagine que c'est peut-être lié aussi à l'expérience qu'avaient déjà tes 2 associés, mais vous avez pu lever des fonds avant même de commencer à commercialiser la plateforme ? Ouais, exactement. Donc, on a commencé en janvier 2019 notre phase de levée de fonds. Pour le petit clin d'œil, j'en parlais à mon mari à l'époque, qui est directeur financier, et je lui disais, on envisage de lever des fonds sous 2 mois. Et là, il a un peu rigolé en mode, franchement, tu le fais, bravo. Et je pense qu'effectivement, des parcours très complémentaires sur des profils qui sont quand même, sans révéler mon âge, quand même plutôt seniors, et avec des repeat entrepreneurs. Donc ça, c'est vraiment à mettre au crédit de Benoît et Nicolas. Ça a très vite rassuré nos investisseurs. Et puis accessoirement, moi je connaissais Benoît depuis 15 ans parce qu'on bossait ensemble chez Roland Berger. Benoît et Nicolas se connaissaient parce qu'ils avaient monté Mon Docteur ensemble. Donc c'est vrai que je pense que cette équipe très soudée, qui se connaissait bien, a été un élément fort de réassurance. Donc on a finalement levé, je pense en 1 mois et demi, plus que ce qu'on demandait initialement.
Donc c'est vrai qu'on est parti un peu sur les chapeaux de roue. Ça nous a permis aussi de nous concentrer, de mettre ce sujet de côté assez rapidement. Et c'est vrai quand on passe 1 mois et demi, 2 mois à lever des fonds, c'est derrière de l'énergie qu'on va investir dans le développement de l'application, de la marque et de tous les sujets réglementaires qui vont venir autour du lancement de Pixpay. Donc on a eu cette chance de pouvoir aller assez vite au début. Et finalement, on a lancé en bêta-test Pixpay en septembre 2019. Donc 9 mois, le temps de faire un bébé. Et puis on a lancé la commercialisation. Là, on fête vraiment nos 1 an commerciaux ce mois-ci. D'ailleurs, je pense quasiment au jour près. Voilà, donc on va dire qu'en 9 mois, on avait lancé un bêta-test et 2 mois plus tard, une vraie commercialisation et un lancement au grand public. Dans quelle mesure est-ce que le fait que vous ayez encore jamais vraiment lancé d'entreprise dans la banque, toi, tu n'avais pas spécialement travaillé sur des sujets financiers, tes associés non plus, ça n'a pas été un frein vis-à-vis la levée de fonds? Est-ce que ça a été un frein pour d'autres sujets au moment du développement? Alors écoute, en fait non, et voire même l'inverse, c'est-à-dire qu'on a vraiment capitalisé sur ça, parce que tu n'es pas la première à nous poser la question, tu imagines bien. Et effectivement, c'est un sujet qui peut interpeller, de se dire, il n'y a pas d'experts bancaires en fait dans notre trio de lancement. Alors évidemment, on s'est entouré assez rapidement de gens qui avaient aussi travaillé dans cet univers, mais je pense que, et on aura l'occasion d'en parler après, mais le fait d'avoir voulu apporter une approche novatrice et un peu rupturiste et en opposition à ce que les banques traditionnelles proposaient jusque-là. Notre force, c'est d'arriver vraiment avec un regard neuf sur ce sujet. Donc non, je pense qu'on a vraiment pris un parti qui était très consumer, c'est-à-dire qu'on s'est penché sur les besoins des parents, les besoins des familles, sans se pencher sur tout un tas de problématiques financières pures. Et du coup, on l'a approché très différemment de ce qu'ont pu faire des banques traditionnelles sur ce segment, et du coup d'apporter des vraies réponses aux besoins des familles. Mais d'ailleurs, moi, c'est marrant aujourd'hui quand on me parle, quand on me demande ce que je fais comme métier, je me présente pas comme, j'ai pas le sentiment de bosser dans une, enfin d'ailleurs on n'est pas une banque, mais de bosser dans une banque. Moi, j'ai l'impression de faire un produit grande conso, et aujourd'hui, mon sujet, c'est vraiment d'aider les familles dans leur quotidien, à la fois les parents et les ados. Mais c'est un sujet c'est pas un sujet très banque en fait. Ok, et justement, peut-être que tu peux nous expliquer un peu plus en détail exactement en quoi ça consiste, Pixpay, parce que j'ai dit rapidement que c'est une application, mais en fait, elle sert à quoi cette application? En quoi ça aide justement les ados et leurs parents dans le quotidien? Et à quels besoins aussi en termes d'usage ça répond? Tu l'as dit tout à l'heure sur la statistique, c'est vrai que les sujets de la finance en général, c'est des sujets qui sont un peu anxiogènes pour beaucoup de gens. 77% des adultes français disent ne pas être à l'aise avec des sujets financiers. C'est objectivement un sujet problématique parce que ça a plein de répercussions derrière, du très quotidien à des sujets un peu plus long terme. C'est des gens qui ont du mal à aller discuter de leur augmentation de salaire avec leur boss parce qu'en fait ils sont pas à l'aise avec ce sujet. Des gens qui vont pas oser franchir la porte de leur banque pour aller demander un prêt parce qu'ils sont pas à l'aise avec ce sujet. Des gens qui vont être en découvert tous les mois. Donc en fait, apprendre à être à l'aise avec ces sujets, ne pas avoir de problème à parler d'argent, se dire qu'en fait on peut apprendre à épargner quel que soit le montant qu'on gagne chaque mois. Alors c'est évidemment plus facile d'épargner beaucoup quand on gagne beaucoup, mais en fait il y a plein de techniques qui vont apprendre aux gens à épargner. C'est des choses que moi j'ai vraiment envie d'enseigner, d'inculquer, et en fait de montrer aux parents que c'est pas si compliqué que ça, et qu'en fait avec des outils simples et bien pensés, et quel que soit eux leur niveau d'éducation financière, ils vont pouvoir proposer, aider leurs enfants très simplement. Donc une fois que j'ai dit ça, et c'est un peu la vision de Pixpay, de contribuer de façon pédagogique, ludique et pratique à l'éducation financière de la jeune génération, avec toujours l'accompagnement des parents, eh bien on a monté quoi? On a monté, ça paraît tout simple, mais une carte de paiement pour les ados à partir de 10 ans. Donc c'est vraiment une carte que les jeunes adolescents vont pouvoir avoir, par exemple, dès leur entrée au collège, le moment où ils vont avoir à la fois les clés de la maison, leur premier smartphone, le début de l'argent de poche. Nous, on se dit qu'à ce moment-là, il y a un vrai enjeu à leur proposer une carte de paiement qui leur permettent de dépenser intelligemment et avec l'accompagnement de leurs parents. Donc cette carte Mastercard, elle marche partout dans le monde. Elle est évidemment sans découvert. On parle de jeunes, on n'a pas envie qu'ils dépensent l'argent qu'ils n'ont pas, et de toute façon, ce n'est pas possible. Et elle est couplée à 2 applications. Donc l'adolescent va avoir une application sur laquelle il va pouvoir suivre en temps réel tout son budget, et le parent va avoir une application miroir sur laquelle il va pouvoir accompagner son adolescent. Donc par exemple, dès que l'ado va dépenser quelque chose, il va pouvoir recevoir une notification en temps réel qui va lui dire tiens, Joseph, pour prendre l'exemple de mon fils, vient de dépenser 3 € au Franprix. Et il y a, couplé à ça, plein de fonctionnalités qui sont toujours un peu miroirs, c'est-à-dire que le parent voit ce que l'ado fait, mais il n'est pas tout le temps sur son dos. Et c'est ça aussi qui est chouette, c'est de dire, moi je vois ce qu'il fait, mais je lui laisse de l'autonomie, je l'accompagne dans le fait de bien grandir, mais je ne suis pas sur son dos. Mais s'il y a un problème, en revanche, ouais, je peux intervenir. Donc dans les fonctionnalités, il va vraiment y avoir le côté, j'apprends
à épargner. Donc, on a mis en place des petites cagnottes projets. Donc, l'ado va pouvoir créer des petites cagnottes pour pouvoir, je sais pas, s'acheter un nouveau smartphone, faire un week-end avec des copains, enfin, bref, peu importe. Et on a couplé à ça des méthodes d'épargne. Par exemple, l'arrondi sur les dépenses. Donc, si je dépense n'importe quoi, l'arrondi à l'euro supérieur va se mettre, par exemple, automatiquement sur ma petite cagnotte. Donc, au fur et à mesure, c'est un peu le concept des petits ruisseaux font les grandes rivières. Je vais comprendre, moi, enfant, que si je mets en place ces choses qui paraissent simples et assez indolores en fait au quotidien, je vais mettre de l'argent de côté assez facilement. Donc ça, c'est apprendre à épargner. Il y a aussi apprendre à gagner de l'argent. Par exemple, l'ado va pouvoir, s'il fait un petit boulot, un babysitting, se faire payer directement sur sa carte ce babysitting. Bon, accessoirement, quand on se met du côté parent, moi, j'ai jamais de liquide sur moi. C'est objectivement assez pratique de pouvoir donner à ma babysitter en carte et pas en cash. Mais il a aussi un RIB. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a quand même plus d'un ado sur deux qui revend sur des plateformes de seconde main comme Vinted. Donc, il va pouvoir vendre des objets usagés et récupérer de l'argent dessus. Donc voilà, donc en fait, on lui donne les moyens de devenir plus autonome. Il va aussi, dans cette optique de gagner de l'argent, pouvoir proposer des missions à ses parents. Donc, par exemple, je garde mes petits frères et sœurs ce soir ou je tourne la pelouse ce week-end. Alors, libre aux parents d'accepter ou pas. Il y a vraiment différentes philosophies. Rémunérés. Exactement. Alors, moi, je ne suis pas forcément pour qu'on rémunère le rangement de la chambre ou le fait de vider le lave-vaisselle. Et je pense que c'est très largement partagé par beaucoup de parents. Mais il y a vraiment un enjeu aussi à pouvoir aider l'ado dans le cadre de projets qu'il va pouvoir avoir. Et puis en tant que parent, on a effectivement envie de pouvoir leur donner un coup de main sans non plus leur donner un billet comme ça. Et voilà, c'est là où quelque part c'est un peu donnant-donnant. C'est sympa quand ça s'inscrit dans le cadre d'un projet et qui n'est pas juste je veux de l'argent, c'est je veux de l'argent pour faire quelque chose. Voilà. Et puis il y a une brique très importante, c'est apprendre à gérer un budget. Et en fait, dans l'application Pixpay, l'adolescent va pouvoir recevoir de l'argent de poche soit régulièrement, soit ponctuellement. Alors moi, je recommande quand même assez fortement de donner de l'argent de poche régulier parce qu'en fait, c'est une manière pour l'ado d'apprendre à gérer un budget. Si on donne de l'argent comme ça ponctuellement, on est quand même plutôt dans du don ou dans le je fais plaisir à mon ado, il a un besoin, hop, je réponds à ce besoin. Le fait de lui donner un budget, d'avoir une discussion sur à quoi doit servir ce budget, qu'est-ce que tu dépenses, qu'est-ce que moi, parent, je veux pas que tu puisses acheter avec. Alors après, il dérapera s'il a envie de déraper, mais au moins la discussion, elle a été posée. Ça permet à l'ado de se confronter au côté, qu'est-ce que j'ai envie d'acheter vraiment avec cet argent. En moyenne, les ados ont 30 € par mois, donc c'est pas énorme. Mais c'est à eux de faire leur choix, et c'est pas les choix des parents. Et puis c'est pas, je vais toujours aller gratter pour en avoir un peu plus. Et tout ça, ça va se gérer très simplement dans l'application. Et puis l'ado va pouvoir derrière aller voir des petits graphes qui vont comparer ce qu'il a dépensé ce mois-ci versus le mois précédent, qui vont comparer aussi l'impact carbone de ses transactions versus les petits camarades de son âge. Parce que dans l'absolu, c'est pas ça simple de savoir qu'est-ce que ça veut dire un impact carbone quand on a 14 ans. Mais quand on sait qu'on est dans les 10% les meilleurs ou dans les 10% les moins bons, on se sensibilise en fait à des sujets un peu plus... autres, mais qui font partie intrinsèque de la consommation. C'était une demande des parents, ça, ou des enfants? Alors, c'est clairement pas une demande des enfants. En revanche, c'est un sujet qui parle beaucoup aux parents, parce qu'on ne sait pas forcément comment adresser le sujet. Nous, dans l'app, c'est assez factuel. Hein. Ça va être transformé en kilos de tomates, ou pour ceux qui ont un peu abusé, en aller-retour Paris-New York. Mais l'idée, c'est de le rendre concret, en fait, de dire ce que tu as consommé ce mois-ci, voilà ce que ça veut dire en termes d'impact carbone. Nous, notre idée, c'est pas de juger, en fait. On donne des clés. Après, ils ont accès à l'info, ils en font ce qu'ils veulent. Il y en a qui ça va interpeller, il y en a qui n'ont rien à faire. On propose par exemple des marchands alternatifs en disant tu vas chez tel marchand, il y a ce marchand qui est peut-être un peu mieux, qui va te permettre d'avoir une consommation moins impactante, on va dire, sur l'environnement. Et donc, c'est ce genre de solution qu'on propose. Il y a aussi une dernière fonctionnalité, après, peut-être j'arrête parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais apprendre à donner. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a seulement 8% des adultes qui donnent mensuellement et régulièrement à une association. Voilà, c'est des pratiques qu'on peut aussi prendre dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, le don moyen, il est de 1 €. Donc, c'est vraiment, on est dans le concept du micro-don. Mais c'est aussi à l'ado de se dire, c'est une partie de mon argent de poche. Quand on rapporte ça à leur budget, c'est pas ridicule non plus. Et moi, ado, je vais faire le choix de donner à cette association parce qu'elle me parle, sa cause me tient à cœur. Et moi, c'est des sujets auxquels j'ai envie d'ouvrir les yeux des adolescents. Voilà, donc c'est tout un tas de fonctionnalités super simples. Franchement, quand on voit l'application, elle est vraiment très simple, mais elle permet de rentrer dans le quotidien de qu'est-ce que c'est gérer un budget. Et plus on a appris tôt à le faire, plus on sera à l'aise en tant que jeune quand on devra le faire et qu'on aura quitté le foyer familial. Si je comprends bien, c'est quand même une application qui est extrêmement complète pour répondre aux besoins des ados et de leurs parents. Est-ce que c'était déjà le projet initial quand vous avez imaginé Pixpay? C'était vraiment à ça que ça ressemblait, ou est-ce qu'à un moment vous avez
repositionné votre activité? Vous avez pivoté, comme on dit? Alors écoute, on a eu de la chance. On n'a pas pivoté, je dirais. On a évidemment amélioré ce qu'on fait, mais on n'a pas pivoté d'un iota depuis notre lancement. Au lancement, on a eu un gros sujet qui a été un sujet de discussion très fort, c'était la monétisation du service. On était en 2019, le contexte était quand même globalement très différent et il y avait beaucoup de startups sur lesquelles la rentabilité du modèle était très clairement pas la priorité. Et nous, on voulait à la fois créer un service qui avait de la valeur pour le parent et ce qui a de la valeur à un prix. Donc en fait, dès le départ, on s'est dit qu'on voulait monétiser. Donc c'est une carte qui coûte 2,99 € par mois. Donc on n'est pas sur des montants mirobolants, mais il y a un prix. Et on voulait en fait acquérir des clients qui soient engagés. Parce qu'en fait, le risque dans le fait de ne pas avoir de modèle économique, c'est en fait d'envoyer des cartes dans la nature, que les gens se sentent peu impliqués, n'activent pas la carte. En fait, envoyer une carte, ça coûte quand même entre le coût de production et le coût d'envoi, vraiment minimum 6 €, quoi. Donc il y a vraiment ce sujet de si on veut à la fois de la rentabilité du modèle économique et puis créer vraiment de la valeur chez les parents, il faut qu'on soit sur ce système-là. Et accessoirement, il faut aussi que le parent soit convaincu, parce que c'est le parent qui souscrit à la carte. Donc si on ne lui propose pas des fonctionnalités bien pensées pour lui, il ne va pas y voir trop son intérêt. Donc c'est vrai qu'on est plutôt parti du principe de dire on veut un produit qui soit assez complet, qui réponde vraiment aux besoins des parents et pour lequel ils seront prêts à payer. Mais typiquement, sur ce sujet-là, on a été énormément challengé, mais par tout le monde. La moitié des équipes étaient en train de nous dire mais on fait une connerie parce que nos concurrents qui se sont lancés en même temps que nous, ils sont sur un modèle gratos, ils vont aller beaucoup plus vite que nous. Le fonds d'investissement avec lequel on bossait nous a convoqués pour nous dire franchement vous faites une bêtise, changez de modèle économique. Et en fait on n'a pas lâché. C'était quoi leur proposition au fonds d'investissement? C'était de dire pas de donner la fin. Donner la carte gratuitement, facturer les retraits aux distributeurs, mais allez vite, inonder le marché et faites en sorte que votre carte soit adoptée par la majorité, par beaucoup d'ados très vite. Et puis on trouvera bien une rentabilité derrière. Okay. Ça, franchement, c'est très 2019, ça. C'est très 2019. C'est très 2019. Ça s'entend aussi. Mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment le sujet sur lequel on a le plus tenu tête au plus de gens. Et puis il y a des moments où on est quand même en doute, en se disant peut-être qu'en fait c'est pas le bon choix. En fait, rétrospectivement, c'est le bon choix parce qu'on avait un concurrent qui s'était lancé sur un modèle gratuit. Il a pivoté au bout d'un an, ils sont repassés sur un modèle payant. Sauf qu'entre-temps, ils avaient pris du retard sur plein de fonctionnalités qu'ils n'avaient pas développées parce qu'ils avaient moins d'argent. Et parce que du coup, ils avaient un play qui parlait beaucoup à l'adolescent, donc toutes les fonctionnalités de contrôle, ils les avaient pas forcément mises en place. Un autre acteur qui était en 100% gratuit, depuis a mis la clé sous la porte. Et puis, quelque part, l'histoire qui s'est passée depuis 2019 dans l'univers des startups montre qu'en fait, sans modèle économique, à un moment, ça ne tient pas. Donc franchement, je pense depuis le début, on est vraiment sur cette histoire d'un produit qui va réconcilier les parents et les ados, qui va leur apprendre à gérer un budget. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'en 2019, on était sur un marché qui était très vierge sur ce sujet-là. L'âge moyen d'équipement en carte de paiement, il était plutôt autour de 16 ans et demi. Et donc, on avait un sujet d'évangélisation, et quand on parlait d'éducation financière, c'était un peu compliqué pour les gens. Donc dans les messages qu'on passait, on faisait beaucoup plus un focus sur c'est une carte de paiement pour les ados, parce qu'on avait besoin de rendre le truc concret pour nos utilisateurs, et déjà que les gens se disent ah mais en fait une carte de paiement pour les ados, ah ouais c'est possible, ça existe. Donc il y avait vraiment, mais on l'a fait de manière très consciente, c'est-à-dire qu'on savait à ce moment-là qu'il fallait qu'on rentre sur un truc concret qui parle aux parents, et déjà qu'ils se disent peut-être que ça peut éveiller mon intérêt. C'est vrai qu'aujourd'hui notre discours il a évolué, il a mûri, il a grandi. On parle beaucoup plus d'éducation financière parce que la notion de carte pour ados, même si on n'est pas encore à 100% de taux d'adoption, elle est quand même vraiment significativement rentrée dans les mœurs et dans les usages, et ça choque beaucoup moins aujourd'hui que ça pouvait choquer à l'époque. Tu disais tout à l'heure aussi, d'ailleurs tu m'as repris sur ta présentation, que tu voulais d'abord être une maman. En quoi le fait d'être une maman, toi, ça a pu t'aider dans le développement de Pixpay? Et puis j'étais curieuse aussi de savoir comment est-ce que, j'imagine avec une vie bien remplie d'entrepreneur, tu as réussi à articuler ça. Est-ce que par rapport à des postes importants comme cadre dans des gros groupes, tu avais plus finalement de flexibilité, ou au contraire c'était encore plus compliqué? Est-ce que tu peux rebondir un peu là-dessus? Question. Écoute, c'est marrant, aujourd'hui on est quasiment 50 chez Pixpay, et on est 2 parents d'ados, donc Nicolas et moi. Il y a d'autres parents bien sûr, mais de vrais ados, on est les 2 seuls, et sans vouloir faire de micro-marketing, à la fois je suis très fière de lancer un produit, un projet que mes enfants utilisent, et sur lequel j'ai vraiment le sentiment
d'avoir un impact en fait. Moi je viens d'une famille où j'ai jamais eu d'argent de poche et où l'argent était assez tabou. Et où, quand j'avais besoin, du coup, je me censurais énormément sur ce que je dépensais. Et quand j'avais besoin, j'allais demander à mes parents, qui étaient très sympas, hein, pas de sujet, mais je veux dire, je m'auto-censurais. Et du coup, j'ai senti que pour moi, cette gestion de l'argent, elle a toujours été très... Enfin, pas très compliquée, mais ça a toujours été un sujet. Et je pense en plus que rétrospectivement, si j'avais pas monté Pixpay, aujourd'hui, mes enfants n'auraient pas de carte de paiement et probablement n'auraient pas d'argent de poche. J'en suis consciente. Mais quand je vois dans le quotidien la manière dont ils le gèrent, en fait, je suis, mais aujourd'hui, mais intimement convaincue que le fait de leur donner de l'argent de poche, à la fois, ça les a fait énormément grandir, ça les responsabilise sur plein de sujets, ça les ouvre, franchement, à leur goût, à leurs envies. Moi, j'ai l'impression d'avoir été passif pendant mon adolescence sur ce que je voulais faire. Eux, ils se confrontent à, c'est ça que j'ai envie d'acheter. Et ça me fait plaisir et je vais renoncer à d'autres choses. Donc, il y a vraiment, je trouve que ça, je pense que c'est intrinsèquement un élément très fort de leur construction, de leur personne, sans non plus les faire rentrer dans une société de consommation délirante. Enfin, mon fils aîné, il a 6 euros d'argent de poche par semaine, donc ça fait 24 euros par mois. Il est en dessous de la moyenne, non, du coup. Il est en dessous de la moyenne, mais j'y tiens. Mais voilà, donc je pense, vraiment, je suis convaincue que ce que je fais, et ce qu'on fait collectivement avec Pixpay, bien sûr, ça apporte vraiment des choses aux ados, à leur bien-être, à leur développement, à l'harmonie des relations au sein de la famille. Et donc ça, je suis très fière de le faire. Et donc oui, voilà, c'est pour ça qu'en tant que maman, c'est vrai que je pense que c'est important d'avoir ce prisme familial, on va dire, dans mon quotidien, parce que je suis à la fois une utilisatrice. Quand il y a des bugs, alors ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver quand on montre une boîte, ça m'arrive régulièrement d'être la première à les découvrir, parce que mon fils, à 7h le lundi, il utilise déjà sa carte pour aller à la boulangerie. Donc voilà, donc j'ai vraiment ces deux casquettes qui sont hyper importantes dans mon quotidien. C'est un élément fort. Et puis après, de façon un peu plus pragmatique, le fait d'incarner en tant que maman l'image de l'entreprise, c'est un élément aussi important. Je pense que c'est assez rassurant de se dire que, comme aujourd'hui, 12% de nos utilisateurs sont des utilisatrices et sont des mamans. C'est important aussi d'incarner l'entreprise par un visage de maman. Et je pense que ça rassure aussi nos clients et clientes. C'est marrant, donc 72%, parce qu'on dit souvent que la finance, c'est un sujet d'homme. Je déteste les clichés genrés, mais les stéréotypes de genre. Mais donc on dit souvent que la finance, c'est un sujet d'homme et l'éducation, un sujet de femme. Donc, a priori, l'éducation financière... C'est les mamans qui gagnent. Ceci dit, c'est une bonne question, parce que quand on a lancé Pixpay, je me suis posé la question en mode, est-ce que ça va être un sujet de papa ou un sujet de maman ? Et on a beaucoup discuté. Bon, de toute façon, il n'y a rien de vieux que les chiffres, et donc les chiffres sont là. C'est effectivement vraiment les mamans. Alors, ceci dit, on a mis en place, et c'était vraiment la première fonctionnalité qu'on a rajoutée après, on va dire, le MVP, donc les premières fonctionnalités qu'on a lancées, c'était le copilotage parental. Et en fait, il y a beaucoup de parents qui nous ont dit, génial votre truc, mais on voudrait que l'autre parent puisse être impliqué dans la gestion de l'argent de poche. Donc voilà, aujourd'hui, papa et maman peuvent être utilisateurs de Pixpay, pas de problème, mais c'est quand même les mamans qui souscrivent. D'accord. Ok, et sur le point de savoir comment est-ce que tu as pu articuler ça vis-à-vis entre ta vie personnelle du coup et ta vie pro d'entrepreneur, est-ce que tu as trouvé justement que c'était plus facile d'être entrepreneur et maman ou cadre ou directrice marketing et maman ? Écoute, c'est une bonne question. Alors, déjà, j'ai la chance d'avoir un mari super et très engagé, alors qui bosse comme moi beaucoup, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on est deux dans la barque au quotidien, donc je pense que sans ça, objectivement, j'y arriverais pas. Et aujourd'hui, si je réponds aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus facile d'être entrepreneuse et maman, mais je suis consciente de deux choses. Un, mes enfants ont grandi. Et ils sont autonomes avec leur carte Pixpay. Et deux, Pixpay a 5 ans et Pixpay marche globalement bien. Donc c'est vrai que versus moi, maman, avec des enfants de 0, 2, 4 ans, à bosser comme une folle, là j'avais vraiment le sentiment d'être dans le mal. Mais voilà, donc mon expérience personnelle fait qu'aujourd'hui j'ai le sentiment que c'est plus facile de concilier ça avec ma vie d'entrepreneuse, parce que j'ai beaucoup de flexibilité, parce que le télétravail est passé par là, et que donc ça m'arrive, sans être une aficionados du télétravail, avec titre personnel, moi j'aime être entourée de gens, j'aime avoir mes collègues au quotidien, donc j'ai beaucoup plus d'énergie quand je vais au bureau, ça je le sais, mais voilà, les fois où j'ai besoin d'un peu de flexibilité, je l'ai, ce que typiquement quand je bossais pour les cinémas Pathé Gaumont était très 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 mal vu, donc très compliqué. Donc c'est vrai que j'avais l'impression de jongler beaucoup plus avec un quotidien plus compliqué à l'époque. Aujourd'hui, je pense que le monde du travail, et j'espère heureusement, a un peu changé, et voilà, je pense qu'on arrive plus facilement à concilier ces choses, même dans un environnement de cadre. Mais en tout cas, à titre personnel, aujourd'hui, je me sens vraiment beaucoup plus épanouie et beaucoup plus en capacité de gérer l'intégralité de ma vie
intégrant mes enfants dans ce sujet-là. Mais par exemple, c'est marrant, c'est que ça m'arrive de temps en temps de faire venir mes enfants au bureau parce qu'ils ont une journée pédagogique ou parce qu'ils sont pas dispo ou parce qu'ils ont envie de voir tout simplement ce que maman elle fait au quotidien, parce qu'elle fait des TikTok et de l'Insta et ça a l'air très très drôle. Et ça, je l'aurais jamais fait dans une autre vie. Donc il y a vraiment ce côté, il y a moins de frontières, clairement. Mais je suis heureuse aussi de cet état de fait. Pixpay a 5 ans et fonctionne bien. On va en parler juste après avec Souleymane Jean Galadima qui nous a rejoint. Souleymane, je te laisse la parole en tant qu'expert Sapiens pour justement creuser ces sujets financiers avec Caroline. Merci Caroline. On sait quand on lance une boîte qu'on cherche toujours effectivement à un moment donné une finalité. En plus, tes associés avaient déjà fait une première session. Moi, ce que j'ai envie de comprendre, ce que nos auditeurs ont envie de comprendre, c'est est-ce que déjà, lorsque vous avez fait la première session, c'était selon le calendrier initialement établi? Est-ce que c'est vous qui êtes allé chercher cet événement de liquidité ou finalement ça a été un peu une offre non sollicitée? Et après, on sait que c'est toujours à la fois un process qui peut être excitant mais aussi anxiogène pour un entrepreneur et gérer le quotidien en parallèle. Et donc, tu nous parles aussi un tout petit peu de ce processus de session. On avait du coup levé une première fois, donc 3 millions d'euros, tout début, là j'en ai parlé tout à l'heure. On a eu la chance de faire relativement rapidement une deuxième levée de fonds d'un peu plus de 8 millions d'euros, qui est tombée en plus à un moment absolument parfait, c'est-à-dire qu'on l'a clôturée en mars 2020 et qu'on devait aller sur le plateau de BFM le soir pour annoncer cette levée de fonds, et c'était le soir où Macron a pris la parole pour dire qu'on allait être confiné. Mais bon, l'argent était sur le compte en banque, ce qui nous a permis à la fois de passer cette période du Covid en faisant le dos rond et en sachant qu'on avait eu la chance de lever avant. Et puis de continuer à sortir de Covid avec à la fois de l'énergie, de l'argent, et puis on avait eu 3 mois pour peaufiner tout ce qu'on avait envie de faire, donc on est reparti vraiment d'attaque. Et voilà, donc on avait été assez rapide et on s'est toujours un petit peu précipité sur les étapes, dans le sens où en fait on nous a poussé un peu sur des levées de fonds qu'on n'avait pas forcément prévues, mais quand on nous propose de l'argent, on le prend, et je pense que l'histoire nous dira qu'on a plutôt bien fait. Et puis finalement, attendez, 2022, décembre 2021, voilà, nous tape sur l'épaule le DG de GoHenry. De GoHenry, c'est un acteur anglo-saxon qui fait la même chose que nous, sauf qu'ils ont commencé en 2012, donc significativement avant Pixpay, sur un marché anglo-saxon qui est un marché beaucoup plus mature. Aujourd'hui, ils ont une pénétration du marché anglo-saxon qui est très importante. Ils ont plus de 15% des ados au Royaume-Uni entre 6 et 18 ans qui ont une carte GoHenry. Donc on voit que les usages sont très très forts là-bas. Et ils sont venus nous voir dans l'optique de se développer en Europe et de se rencarder sur est-ce que ça pouvait nous intéresser de nous rapprocher. On a eu plein de discussions avec mes associés sur est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon partenaire. Bon, l'histoire dit qu'on a fini par fusionner, donc oui. Mais pourquoi ? En fait, déjà, le premier élément, c'est qu'on a complètement fité en termes d'ADN avec GoHenry. On avait vraiment cette vision d'éducation financière, ils avaient cette vision d'éducation financière. On était sur vraiment un sujet de la complicité entre le parent et l'ado, eux aussi. On avait un gros match avec les équipes de GoHenry, en plus leur DG est français, leur DAF était française. Donc c'est vrai que ça a tout de suite très bien accroché en termes à la fois humains et en termes de vision d'entreprise. Ils avaient un produit à 2,99 pounds par mois, nous un produit à 2,99 € par mois. Franchement, tout collait plutôt bien. Donc ça, c'était le premier élément qui, je pense, aurait été vraiment un no-go si on n'avait pas matché avec eux. Le deuxième élément, c'est qu'à la fois, on sentait que les conditions d'accès à l'argent étaient en train de se durcir et que le fait d'être un acteur plus gros au niveau mondial, avec plus de potentiel de croissance, nous permettrait d'accéder plus facilement au marché financier. Donc ça a été le deuxième élément. Et puis, on savait qu'ils étaient gros, qu'ils voulaient arriver en Europe. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en s'alliant, on serait plus fort parce que, on aurait champ libre pour aller investir, on va dire, l'Europe continentale, et ce qui est toujours notre partie aujourd'hui. Et GoHenry est plutôt concentré sur le UK et les États-Unis. Et voilà. Donc en fait, et puis derrière, il y a aussi des synergies évidemment opérationnelles qui sont assez fortes. Donc on va dire que tous ces éléments nous ont conforté plutôt dans notre choix et dans l'envie de se dire en fait on y va sur ce partenaire. Après, la négo a été
incroyablement longue, c'est-à-dire qu'on a mis 6 mois avant de clôturer le deal, avec la guerre en Ukraine derrière en fond, en toile de fond. Donc c'est vrai que moi, c'est une période que j'ai vécue à la fois comme très excitante parce que oui, on crée une entreprise, on a un moment envie de se dire qu'est-ce qu'elle va devenir. Et c'était pas tant à titre personnel que en fait, c'est mon bébé, quoi. Donc j'ai envie qu'il continue à se développer. Et là, je sens que ce partenaire va nous permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin. Et donc je trouve ça génial. Mais en même temps, on a beau nous dire, moi quand on me disait avant, non, mais tu sais, tant qu'un deal n'est pas fait, il n'est pas fait. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que je l'ai expérimenté, mais dans le tréfonds de mon âme, quoi. En fait, quand c'est pas fait, c'est vraiment pas fait. Et jusqu'au jour J, ça peut ne pas se faire. Et on a eu plein de rebondissements et de hauts et de bas dans cette négo. In fine, tout s'est bien passé. Mais je veux dire, je pense qu'il y a des matins où je me suis réveillée en me disant, en fait, on va pas le faire, ça va pas marcher, quoi. Et oui, j'ai passé 6 mois à dormir objectivement très très mal, et puis à se dire, en fait, si jamais ce deal se fait pas, on est rentré en égo exclusive avec eux. En fait, on est un peu cornerisé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire derrière, quoi? Et après, parce que double question qui me vient, c'est Gwenry, est-ce qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était une boîte qui était en majorité détenue par son management? Est-ce qu'elle avait une vision à peu près similaire à la vôtre sur le développement? Et ensuite, en termes notamment de gouvernance, parce que forcément, fusionner avec un groupe plus conséquent, ça veut dire un changement de périmètre, un changement de liberté. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est négocié? Comment tu le vis aujourd'hui par rapport à ta vie ou à votre vie quand vous étiez seulement 3 associés? Ouais, c'est vrai. Alors, écoute, Gunnery, oui, il y a le management, mais ça aussi, il y a une grosse partie de crowd equity, donc des actionnaires, on va dire, multiples et très éclatés. La réalité, c'est que tant que le business en Europe va bien, et en fait on calcule de façon très financière la rentabilité de chaque zone géographique, donc en fait on a un sujet de lifetime value sur coût d'acquisition qui va permettre de faire des arbitrages de budget entre une zone géographique ou une autre. En l'occurrence, la France s'en sort pas trop mal. Donc c'est vrai que jusque-là, on n'a pas du tout été freiné dans le développement de l'Europe suite à ce rapprochement. Donc pas de problème par rapport à ça, et donc on va dire que nos intérêts ils ont toujours été plutôt alignés. Donc ça c'est très positif. Et tu peux me rappeler la deuxième question? Ton positionnement en termes de gouvernance oui. avec Et alors l'autre équipe. je pense qu'ils avaient peur au départ qu'on dise non et qu'on n'ait pas très envie qu'on dise non. Et donc depuis le départ, le DG de Goenry est venu nous voir en nous disant: vous avez l'Europe, moi j'aime bien votre petite équipe, vous êtes 45, nous on est 250, vous êtes beaucoup plus petits, vous êtes beaucoup plus agiles, vous allez vite. Et donc vraiment il y a une espèce d'accord tacite, mais qui tient encore aujourd'hui sur une totale autonomie de ce qu'on fait. Alors évidemment on rend des comptes d'un point de vue financier, mais dans mon quotidien en fait ça n'a pas changé énormément de choses, c'est-à-dire que je me sens toujours cofondatrice de Pixpay, je me présente comme cofondatrice de Pixpay, les équipes me perçoivent comme ça, et on prend plein de décisions opérationnelles et stratégiques de notre côté. Donc c'est vrai que j'ai l'impression un peu d'avoir tiré le meilleur des deux mondes. C'est qu'à la fois, on est dans un gros groupe sur lequel on n'a pas de sujet de trésor et de financement à court et moyen terme, et en même temps on reste encore un petit peu l'entité, la petite entité à l'esprit encore start-up au sein de ce groupe. Donc moi je me considère vraiment dans un environnement très, très positif aujourd'hui. Et tu parlais de ton quotidien, donc maintenant je vais te poser une question sur ton quotidien un peu perso, sur un sujet que tu me dis si tu es d'accord ou pas de répondre, mais forcément j'imagine qu'il y a eu une partie en fait de cash-out qui a été réalisée par les cofondateurs au moment de cette fusion. Est-ce que ça a changé ton quotidien en termes de vision, entre guillemets, de ton patrimoine, dans des questions aussi de gouvernance familiale, sur ton train de vie, sur tous ces sujets en fait qui sont, dès qu'on atteint effectivement des sommes un peu conséquentes, peuvent avoir un impact sur la vie au quotidien des personnes qui bénéficient de ce genre de situation? Alors écoute, non. De façon très prosaïque et très pragmatique, j'ai toujours considéré que j'avais la vie que j'avais envie de mener. Et j'ai monté Pixpay à l'époque en me disant: ne te pose pas cette question, ta vie elle est bien. Donc en fait j'ai jamais eu trop, en tout cas je me suis interdit d'y penser pendant toute la phase où on a monté Pixpay. Alors évidemment au moment où ça arrive, ça questionne forcément un peu. Je crois que le seul truc que je me suis acheté au moment de la session, c'est un piano. J'en rêvais depuis longtemps, donc voilà, je me suis acheté un piano. Mais on peut pas considérer que j'ai fait des folies de cet argent. Je suis quelqu'un de plutôt très raisonnable avec mon argent. Mes enfants sont même pas au courant de ce qui s'est passé, donc on est vraiment sur quelque chose qui est resté sur lequel je suis restée extrêmement discrète. Et donc
Objectivement, non. Le seul sujet, c'est qu'en fait, il a fallu un moment que je me pose des questions de qu'est-ce que je fais de mon argent, ce qui est globalement un sujet qui m'a jamais complètement passionnée, donc j'avais plutôt délaissé. Là, j'ai forcément dû mettre un peu mon nez dessus, mais je considère plutôt que voilà, j'ai ça de côté et j'ai pas j'ai pas déménagé, j'ai pas changé de voiture, je me suis pas acheté des bijoux de fou, enfin voilà, donc ça n'a objectivement rien changé à mon quotidien. D'accord. Et c'est vrai que nous, pas mal de nos investisseurs chez Sapiens ont des situations où effectivement, fort de cessions parfois complètes du patrimoine professionnel, s'interrogent sur comment leurs enfants, et ça fait lien avec PixPay, vont un jour devoir gérer ce patrimoine. Et ma question, c'est, bon, ils sont encore jeunes, hein, naturellement, tu viens de l'évoquer, mais comment aujourd'hui, par exemple, PixPay peut aider finalement ces enfants qui peut-être un jour auront un patrimoine substantiel à découvrir ces sujets de l'épargne, de l'investissement. Donc, comment toi tu gères avec tes enfants et comment aussi au travers de PixPay vous l'intégrez. Alors, j'ai cru comprendre que dans les fonctionnalités, il y avait une logique un peu d'épargne rémunérée. Jusqu'où vous allez, quels sont un peu les retours des investisseurs, parce qu'effectivement, nous, c'est un sujet qui nous passionne et sur lequel nos investisseurs nous challengent. Écoute, alors, effectivement, là, moi, PixPay, ce que j'expliquais tout à l'heure, on est quand même vraiment dans une gestion du budget du quotidien. Et donc, moi, je trouve ça très, très important de les sensibiliser à toutes ces notions-là. C'est pas ce qui, demain, va faire d'eux des investisseurs hors pair, c'est très clair. En revanche, pour moi, c'est un peu la brique aujourd'hui qui nous manque dans notre panel de fonctionnalités. Et donc, c'est un des sujets sur lesquels on travaille, on commence à travailler pas mal, c'est de rajouter donc une brique d'investissement dans PixPay. Alors, elle n'est pas encore opérationnelle et elle sortira probablement plutôt dans quelques mois, quelques longs mois. Mais l'idée, en fait, c'est de sensibiliser les adolescents sur justement qu'est-ce que c'est que l'investissement avec un copilotage parental. Donc l'idée, c'est que tout n'est pas encore complètement finalisé, mais que l'ado puisse faire des recos d'investissement, ou en tout cas qu'il y ait un échange entre le parent et l'enfant sur je veux prendre une poche d'investissement, je veux avoir un investissement qui va être plutôt long terme et plutôt sécure, et puis de laisser aussi une petite part un peu plus risquée dans ce que l'enfant va pouvoir investir. Alors encore une fois, c'est toujours sous copilotage parental, mais moi je veux sensibiliser cette jeune génération qui, en plus, quand on le voit sur les réseaux sociaux, est très intéressée par ces problématiques d'investissement et de gestion de leur argent, mais de leur donner des outils pour qu'ils puissent le faire à un moment où, encore une fois, c'est toujours cette philosophie de je suis accompagné par mon parent. C'est je prends mon envol, mais je ne vais pas faire n'importe quoi parce que mon parent sera là derrière. Et en même temps, même si mon parent n'est pas très doué avec sa gestion de l'argent au quotidien, il va avoir des fonctionnalités suffisamment simples pour qu'il puisse se sentir, lui, légitime et à l'aise pour le faire. Donc c'est vrai que, encore une fois, tout est en miroir dans ma vie, c'est que le fait que je trouve ce sujet passionnant, mais il fait aussi écho oui, à une dimension personnelle où à la fois moi j'ai pas été très sensibilisée à ces sujets-là et je me sens beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, évidemment, mais quand j'ai commencé ma vie active, c'était un sujet sur lequel j'étais là, genre, ça m'intéresse pas. En fait, le fond du truc, c'est ça m'intéresse pas parce que je ne sais pas comment faire. Moi, j'ai envie que mes enfants, ils aient une capacité à appréhender ces sujets et à faire leur propre choix quand ils seront grands. Donc voilà, encore une fois, ça se répond toujours un peu. Non, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir un impact important en fait au travers de la gestion de son épargne. Enfin, tu l'as dit, au travers de la consommation, mais c'est tout aussi vrai en fait sur son épargne. On sait que c'est un impact énorme et que une partie de la transition énergétique doit se faire avec une orientation des milliards des fonds institutionnels ou d'investisseurs privés sur des sujets un peu plus résilients et un peu plus durables. Ma dernière question, elle va plus être sur l'aspect pédagogie, parce que tu l'as dit plusieurs fois dans tes réponses, on sait qu'en France, on a quand même un sujet sur l'éducation financière. Je pense que beaucoup de personnes, effectivement, méritent de monter en compétences, ont un peu trop tendance à déléguer auprès de leurs conseillers, leurs banques, ces sujets qui sont malheureusement fondamentaux. Aujourd'hui, quel type de contenu vous produisez chez PixPay? Quels sont ceux qui sont, effectivement, tu parlais de TikTok avec tes enfants qui venaient au bureau, mais je suis curieux de savoir un peu quels sont les contenus que vous utilisez, quels sont ceux qui sont les plus regardés, les plus appréciés, et quels angles vous prenez pour faire monter en compétence à la fois les parents et les adolescents sur ces différents sujets d'investissement et d'épargne. Alors écoute, en fait aujourd'hui, on produit en fait
relativement peu de contenu. En tout cas, on est parti en se disant on ne veut pas produire de contenu, on veut vraiment être sur de l'éducation par la pratique. Et donc c'est en fait en faisant l'expérience de j'ai dépensé, j'ai cramé mes 30 euros en 3 jours, qu'on se dira le mois d'après, je vais faire attention. Et c'est en faisant l'expérience, par exemple, dans des fonctionnalités dont je n'ai pas parlé, on a un taux d'intérêt pédagogique dans l'application, donc le parent peut mettre un taux d'intérêt sur le coffre-fort de son adolescent pour l'inciter à mettre de l'argent de côté. Et les intérêts sont versés trimestriellement pour que l'ado puisse se rendre compte tous les trimestres que bah oui, il a gagné 1 euro. Alors généralement les parents sont plus généreux en plus que le taux d'intérêt moyen. Donc il y a vraiment cette dimension. Non pas de je vais avoir des grands cours et des grands quiz qui ne me passionnent pas en tant qu'ado et de façon réaliste. En fait, ils ne vont pas forcément se plonger sur ces sujets-là, mais sur de la pratique. En tout cas, ça, c'était vraiment le parti pris d'origine et c'est vraiment comme ça qu'on a monté PixPay. En revanche, il y a quand même des sujets, si on creuse un peu, des sujets qui vont les intéresser. Apprendre à mettre de l'argent de côté, dans le fond, bah oui, ça leur parle un petit peu, ou ne pas se faire avoir quand on achète sur Internet, par exemple. Ça, c'est des sujets qui vont leur parler. Et donc, en fait, on a bossé là avec pas mal d'influenceurs, alors qu'on a sélectionné nous, sur lesquels on a validé le discours. En plus, on a fait ce partenariat avec Mastercard, qui est vraiment notre émetteur de cartes. Donc, le contenu aussi validé par Mastercard. Et voilà, c'est du contenu qu'on est en train de diffuser là sur TikTok et sur Instagram, dans l'optique d'avoir une approche toujours un peu ludique par rapport à ça, mais sur des sujets un petit peu... un peu marrant de leur quotidien. Mais encore une fois, voilà, on va dire que c'est vraiment en temps d'eux, vraiment la philosophie, c'est plutôt je vis les choses et je progresse en les vivant. Une question pour peut-être les futurs utilisateurs de PixPay. Est-ce que vous avez déjà réfléchi aux solutions d'investissement que vous allez positionner sur l'application ? Alors, c'est encore en chantier, mais on a évidemment pas mal de réflexions autour de ça. La première, en fait, c'est qu'on voudrait pouvoir permettre aux parents et aux adolescents d'investir à la fois dans des sujets, dans des supports plutôt sécurisants, comme des ETF, des choses plutôt long terme, mais aussi de laisser une petite poche, alors après aux parents de mettre le curseur de cette petite poche, mais sur lequel on va pouvoir aller sur des investissements un petit peu plus risqués, des actions, des bitcoins, si on sait que par exemple les bitcoins c'est un sujet qui passionne, alors surtout quand ça monte, mais qui passionne la jeune génération. Donc voilà, on a envie de pouvoir leur donner accès à ce type de sujet. Évidemment, c'est un sujet qui est très complexe, qui est très réglementaire, donc on est en train de tout creuser. Ce qu'on veut, c'est qu'en fait, l'adolescent puisse faire des recommandations d'investissement à son parent. Donc il a, lui, le sentiment d'être impliqué dans cette démarche, mais l'investissement est validé par le parent derrière. Voilà. Mais donc, d'être vraiment sur un mix et qui est un peu, d'ailleurs, ce qu'on doit apprendre quand on investit, c'est, bah oui, j'ai une part d'investissement qui vont être plutôt sûrs, plutôt long terme, j'ai une part de liquidité, et puis j'ai une part où je vais prendre un peu plus de risques dans mon quotidien. Et donc, c'est sur ça qu'on a envie de sensibiliser en fait les familles et qui puissent y revenir régulièrement, voir comment ça se déboule, comment ça avance. Et une fois qu'ils ont commencé, quand ils ont 13, 14, 15 ans, à être sensibilisés à ces sujets avec leurs parents à côté, quand ils auront leur premier salaire, potentiellement, c'est des choses sur lesquelles ils vont être beaucoup plus à l'aise et qui vont pouvoir investir à titre personnel et de manière beaucoup plus importante. Là, on est encore dans une logique vraiment d'apprentissage et c'est ça qu'on a envie d'apprendre aux ados, c'est de se sensibiliser à ces sujets. C'est pas là où ils vont investir tout l'argent d'un patrimoine conséquent s'ils ont la chance d'en avoir un, mais c'est de les familiariser avec la démarche. Très clair, écoute, merci beaucoup. Et juste pour finir sur ce que tu disais au niveau des réseaux sociaux, on voit malheureusement passer aussi sur TikTok, YouTube, plein d'influenceurs qui invitent les adolescents des fois à investir sur des sujets extrêmement volatiles ou à leur faire croire qu'ils deviendront riches et financièrement indépendants à 25 ans. Et je pense effectivement on a tout intérêt, que ce soit PixPay, que ce soit Sapiens ou d'autres acteurs, à faire preuve de pédagogie et effectivement les faire progresser au travers de la pratique, avec leurs erreurs, leurs succès, et peut-être un jour le faire avec des sommes un peu plus conséquentes. Exactement. Merci beaucoup Caroline. Alors pour cette dernière partie, on aime beaucoup toujours proposer à notre invité de venir avec son propre invité. Donc tu as choisi de venir avec Nicolas Dugelet, qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Nicolas, alors tu m'as bluffé sur ce coup parce que tu as lancé une entreprise, tu as 3 enfants, mais tu fais aussi de l'escrime depuis 15 ans. Et c'est comme ça que tu as rencontré Nicolas, c'est parce que vous faites de l'escrime ensemble, c'est ça Caroline ? Exactement, alors Nicolas et moi, on doit être quasiment les 2 plus anciens du club. Moi j'ai fait de l'escrime en fait même depuis plus de 15 ans, j'ai commencé enfant.
J'ai arrêté plusieurs fois, mais là, j'ai bien repris. Et j'adore ce sport. Et puis, c'est vraiment l'occasion à la fois de se défouler vraiment quand on sort du boulot. J'y vais toutes les semaines. Et puis, c'est aussi de belles rencontres avec des profils très variés. Il y a vraiment plein de gens de tous âges. On a des ados, on a des vingtenaires, des cinquantenaires. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a une diversité d'âges, de profils, de métiers qui est géniale. Et dans un contexte de dépassement de soi dans le cadre du sport. Donc, c'est top. Et c'est vrai que Nicolas et moi, on est assez proches. On se connaît bien et depuis longtemps. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter Nicolas aujourd'hui parce qu'il a un très beau projet qu'il mène avec sa femme et qui me tient beaucoup à cœur. Alors effectivement, Nicolas, je vais peut-être te laisser d'abord te présenter en Oui. quelques mots, puis après on reviendra sur ce projet. Puis j'avais aussi envie de te faire réagir sur un autre sujet, parce que tu vas nous le dire sûrement aussi, mais tu t'y connais aussi bien en ressources humaines. Et je trouvais que l'occasion était trop belle pour ne pas évoquer aussi ce rapport équilibre vie pro, vie perso, l'engagement sportif en parallèle. Donc je te laisse te présenter pour commencer. Très bien. Merci Caroline, en tout cas, de m'avoir invité. Effectivement, donc moi, je vais pas raconter toute ma vie et tout mon parcours, c'est pas forcément l'objet. Mais j'ai aussi 3 enfants. Je suis donc dans les ressources humaines depuis de nombreuses années. J'ai commencé l'escrime aussi très jeune. J'ai commencé l'escrime en 6e. Et j'en ai fait pendant 4 ans. Et après, j'ai arrêté pendant 20 ans. Donc, ça va vous permettre de calculer mon âge au bout d'un moment. Et depuis 20 ans, j'ai repris l'escrime. Et je partage effectivement cette passion avec Caroline. Et puis, on est une équipe d'anciens. On est une bonne dizaine. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans l'escrime, c'est qu'il y a aussi tous les temps entre les assos où on discute, avant, après. En général, ça ne dure pas très longtemps. Ça dure 5-6 minutes parce que il faut repartir, c'est quand même l'idée. Et j'ai raconté, donc comme je raconte partout, le projet qu'on a actuellement avec ma femme de monter une pièce de théâtre. Et ce projet, en fait, il s'est fait par petits bouts. Donc c'est pendant le confinement, ma femme a commencé à écrire une pièce. Elle en a parlé à personne. Et puis au bout de 6 mois, elle nous a fait la surprise. On l'a lu. Enfin, la première version, parce qu'on doit être à la 30e version à peu près. On a trouvé ça très bien. On va assez souvent au théâtre et on s'est dit, d'ailleurs régulièrement quand je vais au théâtre, je dis à ma femme, la pièce qu'on vient de voir, elle est moins bien que celle que tu as écrite. Et de temps en temps, je lui dis, elle est au moins aussi bien que celle que tu as écrite. Et puis après, on s'est dit, c'est dommage de l'avoir écrit, de pas la faire jouer. Et on s'est dit aussi, on va pas faire un truc amateur dans une salle un peu comme ça, quoi. On s'est dit, on va le faire de manière pro. Donc, on a monté donc avec des acteurs pros qu'on va payer, avec une salle qu'on va payer, avec de la pub qu'on va faire. Et on a monté un projet participatif via Ulule pour récolter en fait les premiers fonds pour pouvoir payer les spectateurs, tout simplement. On ne cherche pas à faire de bénéfices. On a monté sous la forme associative. Tous les enfants sont impliqués. J'ai 3 enfants, ils sont dans l'association, ils travaillent. Il y en a un qui fait la com, il y en a qui fait le compte rendu. Enfin, chacun a son job. Et après, dans l'idée du financement participatif, on s'est dit, on va faire de jouer nos réseaux. Et moi, j'ai le réseau professionnel, j'ai le réseau amical, j'ai le réseau d'escrime. Et j'en ai parlé autour de moi à l'escrime. Je les ai un peu bassinés assez régulièrement. J'en parlais pas trop longtemps parce qu'après, au bout d'un moment, ça peut lasser. Et Caroline a contribué, d'autres escrimeurs ont contribué. Et c'est effectivement comme ça que progressivement, on a réussi à faire une levée de fonds, pas pour monter une boîte, mais une levée de fonds assez significative pour derrière pouvoir monter la pièce. Ensuite, l'étape d'après, ça a été trouver la salle. On a enfin trouvé la salle, c'est assez récent. Et la pièce va se jouer début octobre et dans quelle 2024. Salle au Théâtre 12, ça va se jouer du 8 au 13 octobre 2024. Donc, on a un petit peu de temps. On a le temps de faire de la pub. Et donc, on a aujourd'hui prévendu en fait, à peu près 300 places. Et dans l'objectif, c'est d'avoir 1000 spectateurs. Parce que notre objectif, c'est pas de faire de l'argent. Notre objectif, c'est d'avoir du monde, que le maximum de personnes puissent voir cette pièce. Alors, cette pièce, elle a une particularité qui est aussi liée à ton épouse. Oui. Et qui fait d'elle aussi une pièce engagée. Oui. Ton épouse est malvoyante, oui. qui s'appelle Sylvie.
Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cet engagement-là de Sylvie auprès des personnes malvoyantes et pourquoi aussi vous avez choisi d'écrire cette pièce et quelle particularité vous l'avez donnée à cette pièce pour justement qu'elle puisse parler à d'autres personnes qui sont malvoyantes et puis qu'elle puisse faire avancer aussi le milieu du théâtre sur ce sujet. Effectivement, c'est pas une pièce, c'est pour ça que volontairement je la présente pas en disant que c'est une pièce qui parle du handicap. C'est pas ça l'idée au départ. L'idée effectivement c'est que ce soit une pièce qui soit inclusive, c'est-à-dire c'est comment on fait vivre aux personnes voyantes la même vie que les voyants ou les non-voyants. Dans la pièce, je ne vais pas dévoiler l'intrigue, ça se passe le 31 décembre, il y a plein de rebondissements, c'est une comédie, hein, c'est pour rire. C'est comment on rit avec le handicap. On ne rit pas sur le handicap, c'est pour éviter d'en avoir peur, c'est pour éviter aussi de l'éviter, de pas être à l'aise avec le sujet. Donc moi, je connais bien le sujet, puisque ma femme est malvoyante de naissance, donc j'ai épousé malvoyante, on va dire. Donc je vis avec, ok. Et en fait, c'est la même vie que les autres, quoi. Et dans la pièce, notamment, il y a des moments où la salle est plongée dans le noir, et ceux qui sont pas à l'aise, c'est ceux qui voient. C'est pas forcément. Et du coup, les non-voyants sont à l'aise. En fait, c'est une pièce qui peut être vue par les deux. C'est un même moment d'échange, de rire, sur un sujet commun, quoi. Et c'est en ce sens-là que cette pièce est engagée, mais depuis très longtemps, ma femme elle dit assez souvent, je voudrais monter une école pour inclure des valides dans une école d'handicapés. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans le même monde, elle est assez engagée sur le sujet, et moi aussi de fait, et les enfants aussi. Et en fait, à la limite, il n'y a pas de sujet, quoi. Ok. Et tu parles du coup aussi beaucoup de l'engagement de tes enfants sur ce projet. C'est la première fois que vous aviez un projet de famille comme ça. Et qu'est-ce que ça a eu comme impact dans votre mode de fonctionnement familial ? Alors, c'est la première fois qu'on a un projet de cette ampleur, effectivement. Donc mes enfants ont 23, 21 et 13 ans. C'est 3 garçons. Il y en a un qui fait de la com, il y en a un qui est plutôt dans le juridique, et l'autre qui a 13 ans, qui s'intéresse à plein de choses, à la culture, etc. Et on s'est réparti les rôles, mais c'est pas que familial, c'est-à-dire on a élargi au cercle amical aussi, hein. Une association s'appelle 31 Compagnie, on est une dizaine dans l'association, donc chacun a son rôle, quoi. C'est des amis de longue date, c'est même des enfants d'amis. Donc c'est pas un projet uniquement autour de la famille, du noyau familial, quoi. C'est plus un projet d'environnement familial, avec pas uniquement les enfants et la femme, quoi. Ça n'a pas changé grand-chose dans notre vie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on en parle souvent. Des fois, on est un peu saoulé du sujet, hein, pour être honnête. Et il y a des moments clés, hein, les moments clés un peu de stress, on va dire, c'était le moment du financement, ou comment on va arriver à réunir suffisamment d'argent pour démarrer, quoi. Le deuxième moment clé, ça a été comment on va trouver la salle. Et paradoxalement, les comédiens, on les a trouvés. On a 5 comédiens pros on en connaissait 2 dans notre entourage amical et qui eux-mêmes en ont recruté 3 autres. On va régulièrement les voir quand ils sont dans des spectacles. Le sujet suivant, c'était comment on trouve la salle. Et on a réussi à trouver la salle. C'est une salle de 200 places, le théâtre 12. On était soulagés d'avoir trouvé cette salle-là. Après, le sujet suivant, on a encore près d'1 an pour s'y préparer, c'est comment on va remplir la salle. Et on a effectivement nos 300 places prévendues, hein, via les donateurs de Ulule, hein, puisqu'on n'a pas prévendu les salles, mais en fait les places, mais en fait on a donné comme contrepartie des places. Et derrière, il faut faire de la pub, quoi, parce que c'est une pièce qui est géniale, qu'il faut aller voir. On va solliciter nos donateurs pour leur demander, chaque donateur, qu'ils viennent avec 2 personnes supplémentaires, voilà, pour essayer de faire partir le truc, parce que ce sera vraiment génial quand cette pièce sera jouée en vrai, quoi. Et on a hâte qu'elle soit jouée en vrai. Ok, donc Caroline, toi, tu prévois d'aller voir la pièce ? Alors, évidemment.
Et je pense que j'emmènerai mes enfants. Je pense que c'est un sujet 3 qui peut. personnes. Mais je suis sûre que Nicolas me trouvera de la place en plus si j'ai besoin de, de faire venir plus de monde. Donc, bien sûr, non, mais en vrai, moi, je trouve que c'est un très beau sujet d'inclusion. J'ai la chance, je sais même pas si c'est une chance, parce que quand je t'écoute, j'adore ce que tu dis sur le fait que c'est une famille normale et que c'est pas. Enfin, que voilà, c'est juste votre quotidien. Et c'est vrai que ça peut faire un peu peur ou en tout cas on se pose des questions sur comment tu vis ton quotidien dans ce contexte-là et donc moi je trouve ça très chouette de sensibiliser et de sensibiliser les enfants aussi à ces problématiques. C'est vrai que quand on préparait l'émission on a un peu parlé de ça mais j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont globalement très privilégiés sur tout un tas de sujets. À la fois ils ont grandi dans un environnement familial stable, ils n'ont pas de problème d'argent, ils sont en bonne santé et moi j'ai aussi à cœur de les ouvrir on va dire à d'autres sujets, à des sujets qui les dépassent, à des sujets qui vont sortir de ce que les réseaux sociaux vont un peu, bon an, mal an, ramener toujours aux sujets qui les passionnent. Et c'est comment on crée de l'ouverture d'esprit pour notre entourage et évidemment pour nos enfants, pour premier chef. Donc voilà, donc évidemment je serai là pour y aller. Et alors, question peut-être piège, mais ça va vous donner des idées. Au-delà du coup de la participation financière que tu as pu amener dans le montage du projet, est-ce que tu as prévu d'aider un petit peu Nicolas sur l'aspect peut-être marketing pour trouver des places ou sur l'aspect entrepreneurial pour justement trouver des bonnes idées créatives pour bien recruter Écoute, c'était pas prévu. On va dire qu'aujourd'hui, c'est tombé un peu par hasard. Mais j'ai trouvé que l'occasion était vraiment trop belle. Et avec plaisir, franchement, moi, je suis toute disposée. C'est vrai que tu as raison. En fait, c'est marrant. Ce sujet de podcast m'a beaucoup interpellée parce que je me suis dit, c'est vrai, en fait. Bon, ma vie est très remplie. Je vais pas mentir. J'ai beaucoup de choses. J'ai pas beaucoup de temps pour faire d'autres trucs. Mais au bureau, j'ai plein de collègues qui sont engagés sur des sujets de féminisme, mais vraiment super engagés. Voilà, Nicolas sur le sujet du théâtre et de l'inclusion. Ouais, moi, mon rôle aussi, quelque part, il est d'apporter une pierre à l'édifice. J'ai la chance d'avoir peut-être un peu plus de temps, un peu plus de recul et un peu plus de seniorité aujourd'hui. Et donc, ça me pose des questions sur c'est quoi l'engagement que j'ai envie de prendre, moi, Caroline, à titre personnel dans le monde. Et voilà, donc moi aussi, ça m'ouvre quelque part de nouveaux horizons. Nicolas, j'ai une dernière question. Alors, je sais que tu voulais pas trop parler de ton boulot de RH et on va pas citer d'entreprise ni rien. Je serais quand même curieuse de savoir aussi, toi, qu'est-ce que tu penses de l'équilibre vie pro, vie perso et comment est-ce que l'un et l'autre peuvent se nourrir. Parce que moi, ce que je trouve passionnant dans votre histoire, c'est justement toutes ces synergies qu'il y a où on pourrait mettre la vie perso contre la vie pro en termes de temps à consacrer, là où en fait, finalement, on se rend compte que ça peut se nourrir. Et je pense qu'on a tous des exemples où l'un et l'autre se nourrit. Donc, j'aurais bien aimé savoir si vous, c'est quelque chose que vous travaillez aussi d'un point de vue RH. Alors effectivement, c'est un sujet qui est clé aujourd'hui pour les ressources humaines, pour attirer aussi les jeunes, quoi. Parce que les jeunes ont envie de moins s'impliquer ne sont pas forcément prêts à passer 100% de leur vie dans le boulot, quoi. Et en fait, moi, je ne suis plus jeune, on va dire, ou alors je suis moins jeune. En fait, j'ai jamais fait d'imperméabilité entre la vie professionnelle et la vie pro. C'est-à-dire que je parle de ma vie perso au boulot. Dans mon boulot, j'ai parlé de la pièce aussi. Et en fait, la vie pro se nourrit de la vie perso et la vie perso, c'est la même vie, quoi. Et en fait, c'est pas je bosse et je ne fais rien d'autre que bosser. Je peux aussi avoir des moments de respiration, de discussion, et c'est ce qui permet le vrai équilibre, quoi. Si on va au boulot en se disant je fais le sacrifice de ma vie perso en allant au boulot et en fait je vis ça comme une corvée entre guillemets, même si son boulot est passionnant et j'ai pas de vie perso à côté, c'est pas vrai, quoi. La vie pro fait partie de la vie perso. Quand on a la chance d'avoir un boulot qu'on a choisi plus ou moins, mais en tout cas parce qu'après c'est les opportunités. Moi c'est pareil, j'ai la chance d'avoir pu choisir mes études, d'avoir pu choisir mon boulot parce que j'avais le bon environnement familial, parce que j'avais les capacités aussi, et j'ai eu les opportunités. Donc en fait, j'ai un boulot qui est intéressant, quoi. Et j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup... dans ma vie pro, j'ai été aussi formateur pour des gens qui n'avaient pas forcément des niveaux de formation très élevés. Mais ils se réalisent dans leur boulot aussi. Moi, dans mon parcours professionnel, j'ai rencontré un peu tous les profils. J'ai rencontré des ouvriers, j'ai rencontré des cuisiniers, j'ai rencontré des gens qui vendaient des vêtements, qui sont passionnés par leur boulot, quoi. Et leur boulot fait partie de leur vie perso.
Donc, j'aime pas trop l'expression équilibre vie pro, vie perso, parce que c'est la même vie. Et il ne faut pas se laisser bouffer par son boulot. Je pense que c'est important. Ou alors on le choisit. Mais en fait, il faut, à mon sens, et l'illustration en fait, du montage de cette pièce, je trouve, est assez intéressante parce que c'est par le réseau qu'on peut monter cette pièce, quoi. Par le réseau pro et par le réseau tout court, quoi, qu'il soit pro ou perso. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je suis parti dans plein de... Oui, mais ce que je trouve intéressant, c'est ce que tu soulevais notamment au début, sur le fait que c'était peut-être moins le cas dans les jeunes générations. C'est quelque chose que toi, tu observes, parce que je trouve que c'est intéressant à mettre aussi en lien avec l'éducation financière. On a quand même l'impression que les jeunes ont plutôt tendance à s'intéresser de plus en plus au sujet financier, et on le voit d'ailleurs dans le succès de projets comme PixPay et chez les influenceurs, voilà. Et en même temps, être moins intéressé par le boulot ou avoir envie de mettre plus de distance. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez tous les deux au quotidien ? Alors, moi, je ne constate pas forcément que les jeunes sont moins intéressés par le boulot. C'est juste qu'ils veulent travailler différemment, quoi. Ils n'ont pas envie que le boulot soit 100% de leur vie. Et je pense que c'est plutôt ça, quoi. C'est-à-dire ils sont d'accord pour consacrer du temps à leur boulot, ce qui est normal, quoi, parce que ça fait partie de la réalisation de la personne, quoi. Mais ils vont être prudents sur le fait de ne pas se faire bouffer par leur entreprise, par leur boulot. C'est ça, en fait, qu'il faut arriver à préserver. Et c'est ça aussi qu'il faut leur expliquer. Il y a un sujet pédagogique aussi. De dire, c'est pas parce que tu es rentré dans une entreprise que tu vas consacrer ta vie. Tu n'es pas marié avec l'entreprise. Tu perçois un salaire, donc en échange, tu fais un boulot. Mais c'est pas... Voilà, ça ne doit pas te bouffer, quoi. Tu dois te réaliser dans cette vie professionnelle comme dans ta vie perso. Alors c'est vrai que nous, chez PixPay, on a pas mal de jeunes. On va dire que la moyenne d'âge, elle doit être autour d'une petite trentaine d'années. Et effectivement, moi, je ressens quand même ce côté... il y a, pour le coup, moi, je souscris pas mal à l'idée d'équilibre vie pro, vie perso, même si c'est toujours assez imbriqué. On sent qu'effectivement, il y a quand même cette envie de mettre des barrières. Alors, je pense que c'est pas le cas de toutes... moi, je connais bien l'environnement des startups. C'est pas le cas de toutes les startups. Nous, déjà, on est 3 parents cofondateurs. Le soir, on part, en fait, parce qu'on a des enfants, donc il faut qu'on se occupe. Donc, je pense qu'il y a aussi vraiment un effet de rôle modèle au sein d'une entreprise. Si on partait à 11h tous les soirs, probablement, la culture de l'entreprise serait assez différente. Donc, quelque part, moi, j'ai le sentiment aussi que à ce titre-là, j'ai un devoir d'exemplarité vis-à-vis de mes équipes, de leur montrer que je suis capable de concilier ça, de concilier une vie perso et une vie pro, et que c'est pas parce que j'ai des enfants que j'ai le droit de partir tôt, c'est qu'eux aussi, ils ont peut-être pas d'enfants, mais ils ont plein de projets, et je trouve ça bien de passer des messages, en tout cas, pour dire qu'ils sont capables de... il n'y a pas de problème avec le fait de partir à une heure normale, même si, et ça c'est vraiment aussi mon retour d'expérience de mes vies précédentes, je trouve qu'il y a encore beaucoup d'entreprises dans lesquelles c'est mal perçu, mal vécu comme un manque d'engagement. Moi, je trouve ça dommage parce que dans le fond, moi, j'ai réussi à tout concilier. Je pense que ça m'apporte beaucoup, ça me nourrit sur plein de sujets. Et j'ai de l'énergie parce qu'en fait, je fais plein de choses en dehors. Et je m'épuiserais à la tâche si ce n'était pas le cas. Donc, c'est un des bons côtés d'être entrepreneuse, c'est que je peux influer et me dire que ces 50 personnes, on a créé cet environnement de travail qui est sain, qui est positif, dans lequel les gens n'ont pas de problème à se dire à 18h30 je suis partie, je vais faire autre chose de ma vie. Voilà. Donc moi c'est ma contribution à ça, et donc je pense qu'il y a quand même une tendance de fond de la jeune génération sur ces sujets-là, et je suis contente de l'accompagner, ou en tout cas de ne pas y mettre des freins, comme ça peut encore être le cas dans un certain nombre d'entreprises où on est plus prudent par rapport à ça. Complètement vrai, je suis entièrement d'accord. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses que vous vouliez ajouter. Non. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Merci Aurore, merci Slimane, et merci Nicolas. Et puis à très vite. Voilà, Just Focus est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.